Place maintenant à notre premier débat avec messieurs Jean-Luc Moudenc et Patrick Haddad. Et je donne la parole à Gaël Atlan, à Kerman. Bonjour, donc je suis très heureuse d'animer ce débat qui va rappeler donc l'importance des élus pour lutter face aux crises. Pour en parler, donc on vient de le dire, Patrick Haddad, maire de Sarcelles, maire socialiste de Sarcelles, conseiller départemental de Val d'Oise. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre que vous avez rédigé avant les émeutes, mais que vous avez amendé du coup après les émeutes, si je me trompe, Nos racines fraternelles, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, ex-LR. Alors, les maires face aux crises, vaste programme, vaste sujet, parce qu'elles sont nombreuses, les crises, et elles s'enchaînent surtout à un rythme assez effréné. Il y a eu la crise sanitaire en 2019, il y a les crises plus classiques, j'ai envie de dire, la crise du logement, il y a eu la crise économique et sociale, des gilets jaunes, il y a la crise aussi écologique qui se joue aussi au niveau local, et puis il y a les crises qui visent directement, la crise civique qui vise directement vous, les élus. On a tous en tête l'attaque contre Vincent Jeanbrun lors des émeutes à La Haye-les-Roses. Avant lui, il y avait Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui a été visé par un incendie criminel par l'ultra-droite. Et puis ce chiffre qui est assez glaçant quand même, 2265 atteintes physiques ou verbales contre les maires en 2022. Il y en avait 1720 en 2021, une hausse de 30%. Et un autre chiffre, donc 1300 démissions des maires en 3 ans. C'est plus que lors du mandat précédent. Alors, on peut clairement dire, et c'est même la secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui le dit, les élus sont au bout de leur vie. Drôle de façon de dire qu'effectivement, il y a une crise civique sans précédent. Une crise d'ailleurs dont va s'emparer le prochain congrès des maires, qui sera placé sous le thème des communes attaquées et la République menacée. Alors, quelle approche doit-on avoir? Et on va essayer d'en parler ensemble pour affronter ces crises. Est-ce qu'il faut avoir une approche comptable, parler de la dotation, parler des budgets qu'on alloue aux collectivités? Est-ce qu'il faut parler de la crise de l'autorité? Est-ce qu'il faut revenir sur les fractures qui divisent la société française? Est-ce que on peut dire que les grilles de lecture sont peut-être aussi inadaptées pour comprendre ce qui se passe sur des espaces locaux? Et est-ce qu'il faut aussi surtout s'intéresser, c'est une question plus vaste, mais à cette défaillance narrative des élus qui doivent écrire des récits collectifs et embarquer leurs administrés dans un roman national qui lui-même est en panne. C'est tout ça qu'on va essayer d'aborder ensemble, mais on va évidemment aborder ce débat avec une crise qui s'impose brutalement. C'est celle qui touche à la dite importation du conflit. Je dis dite importation du conflit entre le Hamas et Israël parce que certains, comme Anne Rosencher l'a très bien nommé hier, c'est plus une internationale islamiste antisémite qui se joue, mais on va revenir sur une terminologie plus classique. Donc, cette crise de l'importation du conflit, je vais commencer avec vous, Jean-Luc Moudenc, parce que Toulouse a été évidemment endeuillée en 2012. Vous êtes très engagé sur ces sujets-là. Jeudi, il y a eu un rassemblement qui a répondu présent à l'appel de conjoint du collectif Adama local et de Palestine Vaincra, si je me trompe. Et je sais que et samedi prochain, collectif Palestine Vaincra, devait organiser un rassemblement pour soutenir les prisonniers palestiniens, dont Georges Abdallah. Vous avez fait une demande au préfet. Comment on peut lutter face à ce genre de manifestation? Je rappelle le collectif Palestine Vaincra qui est né en 2019, qui devait être dissous à la demande du ministre de l'Intérieur et que le Conseil d'État a finalement décidé de maintenir. Comment on lutte contre ça? Bien, bonjour à tous d'abord. Alors comment on lutte tout ça? Alors, contre tout ça, c'est pas forcément facile parce que nous, les maires, dans ce domaine comme dans d'autres, nous avons des attributions extrêmement limitées de par la loi. L'ordre public, et donc la notion de trouble à l'ordre public,
c'est quelque chose qui ne relève pas du droit communal. Juridiquement, on ne peut pas, par un arrêté municipal, parce qu'il y a risque de troubles à l'ordre public, on ne peut pas interdire telle ou telle manifestation. C'est de compétence préfectorale. Sauf que ça, bon, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et quand il y a un événement de ce style qui s'annonce, les gens se tournent très naturellement vers le maire et ils interpellent le maire. Et donc je suis régulièrement confronté à cette problématique. Toulouse est une ville bouillonnante, ça c'est le bon côté des choses, mais c'est une ville où l'extrémisme, alors c'est pas l'extrême droite, hein. À Toulouse, l'extrême droite, ça n'existe pas, mais l'extrême gauche, la France insoumise ont toujours eu un poids important. Et donc c'est ce terreau-là qui fait que on a souvent des événements comme ça. Je vais répondre à votre question précise en lien avec l'actualité, mais je ne peux pas répondre sérieusement à votre question sans restituer le contexte. Cet été, par exemple, j'ai été confronté à une question de ce type lorsque le fameux Dieudonné a annoncé qu'il viendrait et qu'il organiserait un concert et qu'il organisait tout ça en ligne, avec une réservation en ligne, sans révéler le lieu, sans réserver quelque salle ou lieu municipal que ce soit. Et forcément, je me suis dit, mais comment, face à cette manière très particulière, comment faire ? Et j'ai consulté le préfet, j'ai consulté le maire de Montpellier, parce que mon collègue de Montpellier était confronté à la même actualité. J'ai consulté le ministère de l'Intérieur et effectivement, les analyses juridiques ont convergé en disant si vous prenez un arrêté, et si cet arrêté d'interdiction est déféré devant le tribunal administratif va anéantir l'arrêté. Et à ce moment-là, j'ai été confronté à un cas de conscience parce que je me suis dit, si je prends ce risque de signer un arrêté, que cet arrêté est attaqué au tribunal et que je suis condamné, enfin la collectivité est condamnée à verser des dommages et intérêts à Dieudonné, alors là, on aura vraiment tout gagné. On lui aura fait la publicité et en plus, c'est nous qui deviendrons les coupables et les débiteurs. Donc c'est quand même une inversion des rôles extrêmement choquante sur le plan politique et moral. Et donc j'ai hésité et puis j'ai pris le risque, j'ai pris l'arrêté en expliquant honnêtement, parce qu'en plus je suis juriste de formation, donc j'ai horreur de faire des choses qui ne sont pas stables juridiquement, en disant voilà, je prends un risque juridique, mais finalement je le prends pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas donner le sentiment que je me tais, que je fuis, que le problème est compliqué, donc je me mets à l'écart. Et donc pour envoyer un message clair, de portée symbolique et non pas juridique, qui est un message d'indignation par rapport aux propos que très régulièrement l'individu en question profère. Et la deuxième utilité que j'ai vue, c'est, je dis, ça va quand même compliquer les choses, puisque le lieu n'est pas encore choisi, et donc peut-être que ça aura un effet dissuasif. Et c'était un peu le même sentiment de mon collègue de Montpellier. Et donc on a pris des arrêtés d'interdiction, lui à Montpellier, moi à Toulouse, en connaissant leur immense fragilité juridique. Et finalement, les deux arrêtés n'ont pas été attaqués. Et Dieudonné a expliqué que vraiment on lui compliquait la vie. Voilà. Alors, il a quand même atterri quelque part, il a fait son spectacle non pas à Toulouse, dans un département voisin, dans une ferme, bon, enfin, dans des conditions quand même compliquées et contraignantes. Et voici que je me trouve avec la même difficulté, puisque je suis en ce moment en prise avec deux événements qui étaient programmés avant les événements dramatiques d'Israël samedi dernier. Effectivement, la CGT, dans un local municipal, d'une part, et d'autre part, une association de quartier dans un local également municipal, ont invité deux séries d'orateurs. C'est présenté toujours comme des débats.
débat public. Bon, quand vous voyez les orateurs, vous connaissez déjà la conclusion du débat, puisque tous les orateurs ont la même opinion sur le même sujet. Donc vous imaginez la richesse du débat. Et effectivement, il s'agissait d'inviter des militants très actifs, très connus, du Front National de Libération de la Palestine, qui est classé, pas par moi, par l'Union européenne comme organisation prônant le terrorisme. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, par contre, on sait où c'est des Toulousains qui organisent cela, ils le font de manière ouverte. Et là, je me suis dit, si je prends l'arrêté municipal d'interdiction, alors là, ça ne sera pas comme Dieudonné, il sera vraiment déféré au tribunal administratif, et là, ça va se retourner contre. Et donc, j'ai écrit aux deux organisations en leur disant, voilà, il y a un problème de fond. Il ne s'agit pas de plaider pour la cause palestinienne, qui est quelque chose de tout à fait légitime. Il s'agit de prendre ce sujet, mais avec uniquement des gens appartenant à une organisation prônant le terrorisme. Et donc, je vous demande, pour cette raison-là, d'annuler. Et puis, au dernier moment, quand il y a eu les événements de samedi dernier, j'ai retenu la lettre qui allait partir, et évidemment, j'ai ajouté un paragraphe en disant, ben, compte tenu de l'actualité dramatique, il y a un risque de trouble à l'ordre public, et donc je vous demande d'annuler de vous-même ces deux événements. À défaut, je saisirai le préfet. Les deux m'ont répondu assez rapidement. La CGT, en ne me répondant pas d'ailleurs, en disant mais on a l'habitude de faire ce type de réunion, nous, notre problème, c'est de lutter pour les 32 heures, contre la réforme des retraites, enfin bref, ils m'ont parlé d'autre chose. Et ils n'ont même pas répondu à la question, ils n'ont même pas dit qu'ils annulaient pas. Voilà, c'était très clair, ils n'annulaient pas. Quant aux autres, ils se sont indignés et ils ont dit, ben, compte tenu de ça, on déplace le débat devant la maison de quartier. Voilà, on n'est plus dans le bâtiment municipal, on le fait devant. Bon, sauf que devant, c'est l'espace public municipal. Et c'est le même sujet. Et donc, eux aussi me disent qu'ils n'annulent pas. Et donc, hier, j'ai écrit au préfet 2 courriers pour lui demander d'interdire. Je lui avais demandé d'interdire la manifestation de Palestine vaincra avant-hier. Le préfet l'a interdite. Et donc, avec le même raisonnement, je demande l'interdiction. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'ai entendu dire que le président de la République voulait modifier la Constitution. Je pense qu'il y a un sujet. Ce que vous nous dites justement en substance, c'est que vous n'avez pas les bonnes armes, les bons moyens pour lutter face à ces extrémismes. Donc, est-ce qu'il faudrait justement, on s'interroge ici pour savoir comment se réarmer face aux extrémismes, quelle arme sémantique il faut utiliser, mais quelle arme aussi juridique, puisque là, vous étiez vous-même devant une impasse. Donc, en fait, c'est plutôt, vous n'êtes pas armé réellement pour lutter contre, à part s'indigner, mais ça n'est pas très efficace. Ça rassure peut-être vos administrés, mais c'est pas en termes d'efficacité, c'est pas assez, c'est même voilà. Moi je pense qu'il y a un travail juridique à faire. Je doute, en tant que juriste, mais je ne suis pas un spécialiste, hein, je doute qu'une simple loi suffise. C'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à penser que, quitte à retoucher la Constitution sur plusieurs sujets, hein, puisque j'ai entendu dire qu'on allait s'occuper de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie, bon, de tel ou tel élément, ben, tant mieux. Essayons de traiter aussi ce sujet, parce que ce que je pense, malheureusement, c'est que ce sujet-là va s'inviter régulièrement, fréquemment, dans notre actualité et dans l'ensemble de nos communes. Et aujourd'hui, nous sommes démunis, donc on a besoin d'une arme sûre. Alors, il y aura peut-être des maires qui seront défaillants, qui n'auront pas le courage, mais à ce moment-là, il y a le préfet qui doit pouvoir prendre le relais. Mais quand des maires qui sont interpellés sont volontaires, il faut qu'ils aient la possibilité d'agir. Alors vous, Patrick Haddad, votre arme secrète, c'est la fraternité. Au vu de ce qui se passe, et sans vouloir être ironique, est-ce que c'est suffisant ?
Parce que même si dans votre ville, il n'y a pas de rassemblements qui se sont en tout cas explicitement organisés, on est quand même sur un terrain, Sarcelles, ville emblématique, même si on ne veut pas la stigmatiser, c'est quand même une ville assez symbolique où des communautés se regardent de plus en plus dans ce genre de crise en chien de faïence. Comment on se prépare à anticiper ou même à gérer cette crise un petit peu qui est pour l'instant silencieuse, mais qui, j'imagine, assez assourdissante? Oui, merci déjà. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour votre invitation. Ça me touchait déjà de venir vous voir parler avec la LICRA, qui est un de nos partenaires locaux. Et puis dans la situation actuelle où on a passé comme une semaine assez difficile, c'est d'autant plus intéressant de venir pouvoir échanger ici avec vous. Deux choses pour vous répondre. D'abord, c'est pas une arme secrète que j'ai, ce sont les principes de la République. Ça n'est pas que de la fraternité dont il est question dans mon livre. Il est très largement question des principes qui sont au cœur de notre République, la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité aussi, à la fois comment on les défend, comment on les habite profondément et comment on en fait la pédagogie locale et comment ils aident très concrètement à faire en sorte qu'une ville, aussi, vous avez raison de le rappeler, symbolique que Sarcelles, puisse justement, que ça soit dans le temps courant ou encore plus en temps de crise, eh bien tenir bon. Et même garder une dose d'optimisme face à l'avenir, parce que si on est dans la crainte en permanence, si on est, évidemment le contexte là est très difficile, donc on est tous très très préoccupés, mais les gens ne peuvent pas vivre en étant uniquement dans la tristesse, la colère et la préoccupation par rapport à leur propre survie. Donc il faut évidemment des réponses sécuritaires extrêmement fortes, notamment sur la lutte antiterroriste. Et puis il y a tout un travail pédagogique à faire autour des valeurs de la République en particulier, pour préparer les générations à venir à justement être dans un monde que l'on espère meilleur. C'est la raison pour laquelle on fait de la politique. Je me permets juste de nuancer votre fin de question qui disait que les communautés se regardent de plus en plus en chien de faïence à Sarcelles. En fait, c'est pas le cas. Et je pense, c'était un de mes objectifs, avoir inversé la tendance depuis 5 ans, où effectivement c'était le cas dans la période précédente, et on ramène souvent aux émeutes de juillet 2014, où en marge d'une manifestation pro-palestinienne, qui avait été interdite, et donc les organisateurs officiels de la manifestation sont venus à la demande du préfet pour dire il n'y a pas de manifestation, ceci a été interdit, nous on veut pas de problème, et on a toujours bien vécu les uns avec les autres, sauf que ça faisait une semaine qu'ils se chauffaient sur les réseaux sociaux, et j'ai adoré toute l'intervention de Mario Stasi. Je me permets effectivement de dire que les réseaux sociaux, c'est très difficile de les contrer, on a besoin de le faire, et que une manifestation sauvage, à proprement parler, a remplacé une manifestation organisée. Et donc ça a dégénéré ce jour-là, et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté moi de me présenter comme maire dans un contexte qui était très difficile, c'était justement pour mettre fin à ce type de contagion idéologique et très pratique au sens négatif du terme, c'est-à-dire d'avoir des manifestations qui importent un conflit étranger, qui l'importe sur notre sol de façon violente. Et donc il fallait, pour ça, il y a évidemment des mesures d'ordre public à prendre, et c'est fondamental. Là, on sort d'une semaine, on va en attaquer une autre. Alors là, je le dis en règle générale, mais là, très, très concrètement, évidemment, on a une communauté juive qui est très inquiète en France, à juste raison, et que à Sarcelles, elle est aussi forcément dans un environnement, dans une ville très populaire où il y a un peu tout le monde, et on se dit, forcément, les choses vont mal se passer, comme c'était le cas en juillet 2014. La première chose, dans ce moment-là, c'est d'avoir des forces policières qui surveillent les lieux de culte, qui surveillent les écoles, qui surveillent les commerces, qui patrouillent dans la ville. Et donc, j'ai interpellé le préfet, je suis intervenu directement auprès du ministre de l'Intérieur, qui a pris ça très au sérieux, à tel point qu'il est venu lui-même, mercredi matin, constater qu'on avait bien les forces sur le terrain, sentinelle également. Là, en marge de tout en écoutant Mario, j'étais aussi par SMS avec le commissaire de Sarcelles pour m'assurer que ce matin, samedi, les synagogues étaient bien gardées, que tout s'était bien passé. C'est fondamental. Si on n'a pas les forces de l'ordre avec nous, on est forcément démunis. Mais après, l'autre sujet, il est, et Mario le disait aussi,
tout le travail éducatif, pédagogique que l'on doit faire pour que ces forces extrêmement négatives, ces extrémismes, ces gens qui s'attaquent à la République aient le moins d'audience possible. Et pour qu'ils aient le moins d'audience possible, il faut que les gens soient armés, les jeunes en particulier, intellectuellement, idéologiquement. Il faut qu'ils soient armés en ayant un bagage éducatif à la fois sur les savoirs fondamentaux, parce que plus vous maîtrisez la langue française, par exemple, plus vous maîtrisez aussi les connaissances scientifiques qui vous amènent le raisonnement rationnel, moins vous êtes sensible à des thèses absurdes, invraisemblables et dangereuses. Et puis défendre tous les jours les valeurs de la République en expliquant comment elles ont été construites et à quoi elles servent. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de le faire. Donc on a à Sarcelles un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, dont la LICRA, que je remercie encore une fois, est partenaire depuis la création de ce plan il y a 4 ans et demi maintenant, avec l'Union des étudiants juifs de France, avec la DILCRA qui est bien représentée aujourd'hui par son président et sa secrétaire générale, avec SOS Racisme. On a d'autres partenariats, je ne fais pas long sur le sujet, mais pour dire qu'on a à Sarcelles 3-4 actions par mois, quasiment une action par semaine, pour expliquer ces valeurs, pour expliquer ce que c'est que la laïcité, pour expliquer ce que c'est que la liberté d'expression. Et puis une ville, je ne terminerai pas ça, cette première intervention, une ville, c'est aussi un état d'esprit. Si vous n'avez pas un état d'esprit qui est celui d'expliquer qu'on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, qu'on a tous un avenir à se construire dans ce pays, que pour ça, il faut lutter contre les extrémismes et défendre ces valeurs qui nous protègent tous. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, alors vous avez des chances, malheureusement, que des gens soient séduits par des discours extrémistes. Et donc, c'est ce travail au long cours qui fait que, je conclurai par ça, à Sarcelles, on a eu la presse toute la semaine. J'ai dû faire 8 interviews, presse nationale, etc., pour chercher l'incident antisémite qui allait se passer. Et aujourd'hui, on est à 0 incident antisémite ou aucune importation du conflit qui a eu lieu à Sarcelles. Et donc voilà, à ce stade-là, je peux me satisfaire, même si tout est toujours fragile et on est à l'abri de rien, du travail au long cours que nous faisons, en plus d'avoir les forces de sécurité. Vous parlez justement de valeurs comme la laïcité. Vous en parlez dans votre livre, vous aussi dans vos actions. Concrètement, on en parlait, on peut le dire, quand on préparait cet entretien. Je vous ai demandé concrètement, parce que cette défaillance narrative dont je parlais en début, c'est vrai qu'on a beaucoup comme ça de bonnes intentions, d'élus, discours un peu incantatoires, mais concrètement, ça se traduit comment la défense de la laïcité, de la liberté d'expression. Alors vous me parliez d'un concours de dessin, par exemple, dans vos établissements. J'imagine que c'est pas le seul, mais excusez-moi d'être un petit peu faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un petit peu faible? Alors évidemment qu'il faut armer les enfants, mais est-ce qu'on n'attend pas de villes comme ça, symboliques comme la vôtre, ou par exemple un hommage à Samuel Paty, ou de voir jouer la pièce de Charb, la lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, des signes très très forts qui donnerait justement, qui insufflerait l'esprit dont vous parliez justement, parce qu'effectivement, c'est pas juste une gestion d'administré, c'est vraiment un état d'esprit. Vous parlez dans votre livre que vous voulez inscrire Sarcelles dans du temps long, que si Sarcelles s'en sort, le pays s'en sortira. Concrètement, ça se traduit par quel acte ? Alors, je crois que c'est tout l'intérêt du mandat d'élu local, hein, et mon collègue ne me contredira pas sur ce point, c'est qu'il y a à la fois le message que l'on fait passer de façon générale, que j'ai évoqué ici rapidement, mais qui est fondamental, parce que si vous n'avez pas un récit, et je pense qu'on manque dans ce pays d'un récit national, si vous n'avez pas en plus un récit local pour expliquer que dans une ville comme Sarcelles, par exemple, qui est une grande ville d'immigration, eh bien la promesse républicaine, elle doit être d'autant plus tenue. Si vous n'avez pas ce récit-là, si vous n'avez pas la promesse égalitaire, si vous n'avez pas la promesse laïque, alors forcément, votre société va se disloquer. Et puis la chance que l'on a localement, c'est que ça ne peut pas être que de l'incantation, parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs, et Jean-Luc le disait évidemment. Par contre, on peut mettre en place toute une série d'actions. Donc c'est tout sauf incantatoire et théorique, ce que je vous raconte ici. Et donc, alors je l'ai décrit dans le livre, hein, ces actions. Il y a celle sur laquelle on a échangé effectivement, mais qui me tient à cœur et que tout le monde n'a pas mis en place forcément parce qu'elle peut crisper, c'est défendre la liberté d'expression. Cette action, elle a été mise en place avec une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui a été une association créée par SOS Racisme et par Charlie Hebdo, et qui sert justement à expliquer le rôle des dessins de caricature, y compris le droit de blasphémer. Ce qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Et on a voulu mettre ça en place avec l'éducation nationale à Sarcelles d'abord,
Ça a été tellement compliqué, il fallait tellement de niveaux de validation parce que il y avait voilà des frilosités que je peux comprendre, que j'ai dit bon écoutez, laissez tomber, c'est moi qui vais le faire. Donc on va prendre nos maisons de quartier, on en a 6, on a fait tourner cette exposition qui allait jusqu'à, il y avait un dessin qui représentait le prophète à moitié dessiné et qui disait est-ce qu'on a le droit de dessiner le prophète à moitié ? Dans des quartiers dans lesquels il y a une population musulmane importante. Hein. Je fais pas ça dans des quartiers où il y a, voilà, où il y a que des gens qui sont déjà convaincus avant. Et donc, par la pédagogie, on a fait tourner ça a duré 3 mois de le faire tourner dans les 6 maisons de quartier. On a pu expliquer ce que c'était que la liberté d'expression et que la liberté d'expression, eh bien, c'est pas du racisme anti-musulman, que toutes les religions sont traitées à la même enseigne. Et on a, je crois, fait progresser les consciences de cette façon-là. Après, il y a encore plein de choses à faire, évidemment. Je peux multiplier les exemples sur des choses que l'on met en place. Je le disais parce que vous l'avez abordé. Donc là, c'était pas un concours de dessin, c'était expliquer ce que c'est que le dessin de caricature, expliquer ce que c'est que la liberté d'expression très précisément sur le terrain. Donc, encore une fois, c'est tout sauf incantatoire. Et ce que j'ai remarqué dans les actions qu'on mettait en place, c'est que les jeunes en particulier se saisissaient d'autant mieux de ces sujets que c'était pas une grande messe dans laquelle une messe laïque évidemment, dans laquelle on leur faisait la leçon, mais qu'on les rendait acteurs d'un projet. Concrètement, on a mis en place un concours de courts-métrages contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, à des gamins qui on n'avait jamais réfléchi dans ce sens-là. On leur explique que c'est pas bien, mais enfin, il y a aussi des gens sur les réseaux sociaux en particulier qui leur expliquent le contraire. Et que ça soit sur ça ou un concours de poésie, pareil, contre le racisme et l'antisémitisme, quand ils deviennent acteurs, quand ils doivent aller être dans la créativité, dans la coopération aussi entre eux pour créer ces projets-là et les diffuser, eh bien, ils vont puiser certaines ressources et puis ils vont eux-mêmes beaucoup mieux comprendre le message et être porteurs de ce message. On a eu comme ça un court-métrage. Une fois qu'on a dit le thème, le sujet précis du court-métrage, une fois qu'on a la thématique générale, était laissé à l'appréciation des jeunes eux-mêmes. Et on a eu comme ça un court-métrage très fort, très, très touchant. On va certainement le faire candidater au prix Ilan Halimi, un court-métrage dans lequel des jeunes de 17-18 ans ont dénoncé ce qu'on appelle un crime d'honneur, c'est-à-dire où le frère d'une fille qui était maghrébine avait son amoureux qui était noir et le frère venait tuer son petit copain. On leur a jamais demandé de faire ça, ils l'ont fait eux-mêmes pour dénoncer cela. Et donc oui, je pense qu'on défend d'autant mieux ces valeurs quand on les explique, évidemment, et quand on donne aussi ensuite aux jeunes les moyens de les comprendre et les moyens de les défendre à leur tour. Il ne faut pas les mettre dans une situation passive en leur faisant simplement la leçon, mais il faut les rendre acteurs, vecteurs eux-mêmes de ces valeurs qu'ils comprendront d'autant mieux et qu'ils pourront à leur tour transmettre. Il faudrait aussi les inviter à effectivement écouter des lanceurs d'alerte et justement sur ces crimes d'honneur, il y a des journalistes comme qui a écrit La Réputation récemment, justement, qui revient sur ces crimes d'honneur. Il faudrait aussi les mettre face à des gens qui écrivent sur ces sujets. C'est pour ça que je parlais de l'hommage à Samuel Paty ou d'autres intervenants qui doivent venir se confronter et justement s'exposer à la critique et pas seulement... Tout à fait. Je veux dire, d'abord, le travail est pas fini. C'est très bien, effectivement, de faire des pièces de théâtre. On en a fait quelques-unes, y compris qui défendent la laïcité. Et l'idée, c'est pas d'enfermer les jeunes sur eux-mêmes, c'est au contraire qu'ils confrontent leur point de vue, mais c'est pas non plus d'amener que des gens de l'extérieur qui leur font la leçon, c'est de les rendre eux aussi acteurs, et je crois que c'est fondamental. On a parlé de l'extrême gauche, de l'ultra-droite, mais on sait très bien que les extrémistes, les nouvelles formes de radicalité, je ne sais pas quel terme il faut prendre, ont des nouveaux visages, convergent entre eux. Est-ce qu'on arrive à identifier toutes les nouvelles formes d'extrémisme qu'il y a ? Vous en avez été aussi victime lors de la fête de la musique, où vous avez été visé par des militants de l'association du groupe Soulèvement pour la Terre. Est-ce que ça aussi, au niveau local, on arrive à démasquer ces nouvelles formes de radicalité qui avancent avec l'alibi des nobles causes? Là, c'est l'écologie. On a vu aussi que sur le front de l'antiracisme, certains avaient plutôt des positionnements très douteux. Autant l'extrême droite est facilement démasquée, l'ultra-gauche aussi, et entre les deux, certains convergent et avancent avec des faux-nez. Est-ce que ça, on y arrive encore à les débusquer dans les partenariats? Mario Stasi a dit qu'au lendemain de ce qui s'est passé en Israël, il va falloir que les élus rompent avec des partenaires indignes. Faut-il encore les
les identifier, ces partenaires indignes? Oui, enfin, ce que je dirais, c'est qu'il y a un phénomène de fond qui affecte la société française et en réalité toutes les démocraties à l'occidental, c'est la radicalisation du débat politique. Il y a l'extrême droite, classique, danger et force repérées et connues depuis longtemps. L'extrême gauche, avec, je dirais, des dynamiques nouvelles, ici ou là. Mais en dehors de ces deux phénomènes, je dirais, bien campés, bien définis, il y a, il faut bien le noter, une montée de la violence en général dans notre société. Et il y a une plus grande difficulté des gens à exprimer leur mécontentement ou leur désaccord sans basculer très rapidement dans l'agressivité ou dans des formes extrêmes d'expression, voire même dans des pratiques violentes. Ça, je le ressens sur le terrain, comme si, au fond, toutes les attitudes positives, respectueuses, modérées, constructives, ne servaient à rien, et que pour atteindre un objectif, pour faire triompher une cause, une conviction, il fallait épouser tout de suite une attitude radicalisée. Ça, moi, je l'observe. Donc, pour moi, cette observation que je fais n'est pas uniquement sur le champ politique. C'est véritablement le comportement. Et comment expliquer ça? Je crois qu'on peut l'expliquer, entre autres, par le fait que notre société est taraudée depuis maintenant quelques décennies par une montée quasi inexorable de l'hyper-individualisme. L'hyper-individualisme, par définition, nie le collectif. Et à partir du moment où on nie le collectif, on nie l'organisation, on nie la nécessité de confronter son avis à celui des autres pour construire une opinion commune. Et au fond, on s'en tient à son propre avis individuel et à ce moment-là, on s'autorise un petit peu tout. Ce que l'on observe depuis quelques décennies, et c'est un phénomène sociétal qui n'est pas que politique, c'est un effondrement de tous les types d'organisations un peu collectives, de tous les types d'autorités. Il y a un recul évident de l'autorité de l'État, de l'autorité républicaine. Il y a aussi un recul de beaucoup de familles spirituelles. Il y a un recul, parfois malheureusement, de l'influence de mouvements laïques qui ont compté dans l'édification de la République. Et cette individualisation absolue, je dirais exagérée, de la conviction autorise beaucoup d'individus à des attitudes extrêmes ou violentes ou agressives ou radicalisées. Alors effectivement, quand on est maire d'une commune, que l'on a des partenariats avec un tas d'associations, sur un tas de sujets, dans tous les quartiers, avec un petit peu tout le monde, ben, il faut que l'on soit attentif, effectivement, à ne pas encourager ce type de comportement. Mais c'est pas tous les jours facile. Alors, vous avez cité quelques exemples. C'est vrai que dans les grandes villes, la cause de l'écologie a pris un relief tout particulier. On a bien vu aux dernières élections municipales, dans les grandes villes, la poussée des forces écologistes. Le réchauffement climatique est là, je crois qu'il n'y a plus grand monde pour le nier. Les gens éprouvent de plus en plus les conséquences négatives de ce réchauffement. Il y a donc une angoisse qui monte, et ça je pense qu'on peut tous le comprendre. Face à cette angoisse, certains se radicalisent, et certains pensent que les formes classiques d'expression démocratique, que le débat démocratique tel qu'on le pratique depuis que la République est là, ben que ça suffit pas. C'est pas suffisant pour faire triompher la cause selon leurs opinions. Et effectivement, à peu près tous les 15 jours à Toulouse, il y a un événement où, sur cette thématique de l'écologie et du réchauffement climatique, sont organisées des initiatives
spectaculaire, médiatisé, et effectivement qui piétine le respect. La désobéissance civile qui est encouragée, clairement. Alors vous avez effectivement cité l'agression dont on a été victime, quelques collègues et moi, le soir de la fête de la musique, par des manifestants de soulèvement de la terre qui nous ont insultés, conspués, jeté des projectiles, blessé une de mes collègues. Moi j'ai échappé, hein, la bouteille qui m'était destinée, je l'ai vu passer à côté, donc ça va. Mais en dehors de ça, et de ce que vous disiez, c'est-à-dire la montée des violences à l'égard des élus, on a des opérations de dégonflage de pneus où toute une rue voit les pneus de voitures crever pour faire passer le message que la voiture n'est pas la bienvenue, etc., etc. Ce qui fait que les partis écologistes classiques qui sont dans le débat politique sont dépassés par ce type de pratique. Et en réalité, on a ce type de phénomène sur plein de sujets, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Dans la région toulousaine, en ce moment, nous avons un projet dont on parle depuis 30 ans, c'est l'autoroute Toulouse-Castres. Pour être plus exact, entre Verfeil, pour ceux qui connaissent, et Castres. Cette autoroute, les élus du Tarn, de droite, de gauche, du centre, se battent pour l'avoir depuis 40 ans. Pour qu'elle relie une sous-préfecture, Castres, et qu'elle permette à un département périphérique de profiter aussi du développement économique, que la métropole n'accapare pas tout. Donc c'est très important. Ce projet a été discuté, contesté, débattu. Il y a eu des enquêtes publiques. Bref, il y a eu toutes les procédures démocratiques, toutes les procédures en justice. Et tout ça s'est terminé par le projet va se faire. Donc les travaux commencent. Vous avez toute une organisation qui se met en place et qui, ne reconnaissant pas les décisions des assemblées d'élus, ne reconnaissant pas les résultats des enquêtes publiques, ne reconnaissant pas les décisions judiciaires, autrement dit, ne reconnaissant pas l'ensemble du processus démocratique, parce que la conclusion n'est pas dans leur sens, eh bien, opèrent un certain nombre d'actions qui ont pour but d'empêcher le chantier. Ce qui fait que tout cela, il faut le relier au fait que notre démocratie est malade. À partir de là, la parole des élus est dévalorisée, relativisée, et qu'il y a des forces qui montent dans la société française pour contester la démocratie et pour faire triompher telle ou telle cause, nonobstant tous les votes, nonobstant la Constitution et les lois. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui, parfois, interpelle les élus locaux, mais qui, bien évidemment, chacun le comprend, interpelle la République. Et la République, je trouve malheureusement qu'au fil du temps, elle a créé beaucoup de droits qui sont des droits à la contester en permanence. Et je trouve que la République s'est considérablement affaiblie parce que, à la fin, c'est ces groupes de pression qui ont le dessus. Et aujourd'hui, on a souvent des gouvernements impuissants, des préfets impuissants, parce qu'ils sont suspendus à la décision de telle autorité indépendante, parce qu'il n'y a que les autorités indépendantes qui, je dirais, ont la bonne image, à la décision de tel ou tel juge. Alors, c'est aléatoire. Et les juges eux-mêmes, d'ailleurs, sont un peu encombrés de tout ça. Parce que s'ils doivent juger, c'est parce qu'il y a des lois qui le prévoient. Donc je pense qu'il y a aussi eu une inflation législative qui n'a fait que dissoudre la décision publique, la disperser et à la fin la rendre impuissante. Et tout ça, quand même, c'est un problème de démocratie. Oui, et la démocratie se joue au local. Vous parlez d'inflation juridique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inflation dans l'approche des luttes? Quand on regarde un petit peu les sites de vos villes, alors la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les violences faites aux femmes, contre le handicap, est-ce que, en fait, pour répondre en fait à cette société que j'appelle société de couloir, est-ce qu'on ne s'est pas piégé en segmentant autant les marchés? Est-ce qu'on n'a pas trop segmenté les luttes? Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu éparpillé dans oui, effectivement, dans des compartiments, alors qu'il fallait peut-être une approche plus commune, plus globale? Si, je partage entièrement ce constat, mais ça va aussi avec ce que disait Jean-Luc sur une société individualiste. C'est aussi une société qui va fonctionner avec des petits groupes qui chacun va défendre une cause et souvent contre tous les autres, et qui va le faire aussi parfois au mépris des règles démocratiques élémentaires. Et que la réponse à cela, ça doit être justement de recréer du commun. Les principes de la République servent à cela. Moi, je considère aussi que dans le débat politique, l'affaiblissement du clivage gauche-droite n'est pas une bonne nouvelle. On a plein de points sur lesquels on est d'accord, mais c'est normal qu'on ait des points de désaccord importants entre la gauche et la droite. Autrement, le choix démocratique serait contraint. Et si vous avez qu'un camp de la raison qui dit la même chose sur tous les sujets, eh bien, vous allez avoir d'autres camps qui vont être des camps extrêmes, extrémistes, et qui vont capter une partie croissante de l'électorat. Et donc, ça n'est pas une bonne nouvelle. Il faut avoir une droite qui s'assume en tant que telle. Il faut avoir une gauche qui s'assume en tant que telle, qui est, pour ce qui concerne la gauche, qui mène le combat social, qui mène le combat contre la réforme des retraites, qui mène le combat pour le pouvoir d'achat. Sur la question écologique aussi, je crois qu'on a pris beaucoup de retard. Et les groupuscules, la façon dont, parfois pas des groupuscules, peuvent être des grandes organisations qui agissent contre la démocratie, ont évidemment tort, mais on leur donnerait certainement moins de grains à moudre si on avait été, et on doit l'être aujourd'hui, beaucoup plus proactif en matière de protection de l'environnement et comprendre, par exemple, que le tout routier s'est terminé, qu'il faut passer à des modes alternatifs. Et donc, si le champ démocratique lui-même se réorganise en ayant une gauche bien à sa place, proche des gens, et une droite aussi qui doit être proche du peuple, éviter que le peuple se jette dans les bras du populisme parce que le pouvoir, lui, est hyper centriste et coupé de la population, eh bien, on aura aussi réussi à faire avancer les choses. Et je pense que à l'intérieur de la gauche comme à l'intérieur de la droite, avoir des grands projets de société dans lesquels on traite l'ensemble des sujets. Nous, quand on a lancé, je reviens sur ce sujet parce qu'évidemment, il nous rassemble et il nous intéresse particulièrement, un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, on a tout inclus à l'intérieur. On n'a pas dit, il y a un sujet, c'est l'antisémitisme, il y a un sujet, c'est le racisme contre les musulmans, il y a un sujet, c'est le racisme contre les noirs, il y a un sujet, c'est l'égalité femmes-hommes, il y en a un autre, c'est le handicap. On a dit non, à la fin, la promesse égalitaire, elle doit être tenue pour tous, pour toutes de la même façon, et donc dans le même plan, avec les mêmes organisations, eh bien, on va mettre en place des actions de façon très régulière. Je crois que ça aussi, avoir des grands combats fédérateurs qui rassemblent et qui sont organisés par des gens qui sont profondément républicains, ça doit nous aider à sortir de la crise. Alors, vous avez en tant que maire, vos deux territoires ont quand même été impactés par les émeutes. Certains me disaient dans votre équipe que finalement Toulouse a été assez épargné, et à la limite ceux qui se sont un petit peu exprimés. On m'a rapporté ces termes. C'était pas nous, ça c'est les Black Blocs. On a vraiment l'impression que chacun a son marché de la lutte et que vous avez été étonnamment épargné. Vous aussi, vous me disiez que vous avez été étonné. Comment vous l'expliquez? Parce que derrière nos écrans, on a vu des villes comme Garges-les-Gonesse, qui est limitrophe sur les émeutes. Sarcelles n'a pas du tout été impacté par ces émeutes? Si, bien sûr, Sarcelles a été impacté. Ce que j'explique, c'est relatif. C'est-à-dire que quand vous êtes à Sarcelles, vous êtes dans la 9e ville la plus pauvre d'Île-de-France, une ville très, très cosmopolite aussi. Vous avez des vraies poches de pauvreté, vous avez de l'échec scolaire. Donc, on essaie de lutter contre. Mais enfin, on ne peut pas tout faire tout seul, évidemment. Tout ça est lié à un contexte de montée des inégalités, de précarisation,
d'une immigration aussi qu'on a du mal à assumer, à organiser, à lutter contre l'immigration illégale. Et donc, vous vous retrouvez avec des villes quand même qui sont très complexes d'un point de vue sociologique. Et donc, vous pouvez vous attendre que dans des situations de fragilité liées à une crise, alors là, à celle des émeutes urbaines, que ça se passe plus mal encore chez vous qu'ailleurs. Et à Sarcelles, à l'exception de juillet 2014, dont on a parlé tout à l'heure, et donc de cette importation du conflit israélo-palestinien, qui est un vrai risque que nous avons en particulier dans une ville comme Sarcelles. Sur le reste, la ville, par rapport à d'autres communes de même sociologie, a en général un impact un peu moins important des émeutes, et ça a encore été le cas ici. On a eu certes des véhicules brûlés, une quarantaine, mais on n'a aucun bâtiment public, un tout petit peu une maison de quartier, mais les dégâts s'évaluent, on a fait les calculs là, à 150, 200 000 euros, si vous voulez. Dans des villes équivalentes, ils en ont pour 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros, des mairies entières saccagées, etc. Et donc, je crois que, je le raconte dans mon livre, que le projet urbanistique de Sarcelles, le projet même de créer ce grand ensemble, était un projet très ambitieux et on voulait faire la ville de demain. Donc on a confié à 2 architectes vraiment un projet qui voulait être particulièrement novateur et qui a permis que on n'ait pas des petits quartiers excentrés comme ça de relégation, mais un grand ensemble dans lequel tout le monde vit ensemble, ou en tout cas peut se croiser, se côtoyer, et qui ressemble à quelque chose de relativement égalitaire et de fluide. Et puis il y a eu toute une série d'acteurs sociaux, d'associations en particulier, que l'on voit encore aujourd'hui, qui travaillent avec la population, créent du lien social. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental qui fait que, bien sûr, il y a eu des dégâts et bien sûr qu'il faut s'interroger sur toutes les causes de ces émeutes, en même temps qu'il fallait lutter contre au moment où ça se produisait, mais qu'il y a des facteurs de résilience, comme on dit aujourd'hui, qui sont liés à l'ambition que l'on met dans les villes, à la qualité urbanistique, au projet d'avenir qu'on peut avoir, à la qualité du tissu social, à la qualité du dialogue aussi avec l'ensemble des couches de la population, et que ça, ce sont autant de facteurs qui permettent en tout cas que les crises soient un peu mieux vécues qu'ailleurs. De votre côté, comment vous expliquez justement que Toulouse a été moins impactée que d'autres? Alors, plusieurs raisons. D'abord, nous avons un très ambitieux plan en faveur des quartiers concernés. Les quartiers de la politique de la ville à Toulouse, c'est important. 13% de la population toulousaine vit dans les quartiers politiques de la ville. Donc ce n'est pas rien. Et nous avons donc déployé des projets à un très haut niveau d'ambition. J'ai signé, c'était en 2019, avec le gouvernement, tout un plan d'action de 1,250 milliard. Voilà, que nous déployons année après année dans les quartiers. Donc, les habitants des quartiers voient leur quartier changer. Ils voient des services publics qui se développent, ils voient des logements qui s'améliorent, ils voient des équipements publics qui se renforcent, des services publics qui se créent. Autrement dit, le sentiment d'abandon, qui parfois est ce qui est ressenti par beaucoup d'habitants de quartiers politiques de la ville, je crois pouvoir dire que ce sentiment d'abandon, je ne dirais pas qu'il n'existe pas, mais franchement, il n'est pas développé parce que les gens voient que les élus sont là en permanence, que les services sont investis. La rénovation urbaine, ça crée quand même du lien, parce que c'était oui. aussi un petit peu la conclusion qu'on en avait tirée de ces émeutes. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent, on a investi, et on a quand même, ça n'a pas empêché ces événements de se dérouler. Là, vous êtes en train de nous dire plutôt l'inverse. C'est que moi, parfois... je suis en train de vous dire l'inverse, parce que véritablement, ce sont des projets qui se font avec les gens, et pour les gens. Et vous avez au moins une partie des gens qui habitent les quartiers. Le Grand Mirail à Toulouse, c'est 30 000 habitants, qui a conscience de cela et qui est attaché. Il y a eu aussi, et j'explique, et pour moi c'est une des causes du calme, il y a eu aussi au tout début une tentative de manipulation politique dans les quartiers. Effectivement, il y a, je vais parler clairement, c'est pas la peine de faire de la diplomatie, mais la France insoumise, qui est très développée à Toulouse. T'es arrivé au premier tour des élections. Voilà, quand Jean-Luc Mélenchon fait 22% en France, à Toulouse, il fait 37%. On a 3 députés, etc. Donc, dès le début, ils ont envoyé des militants dans les quartiers politiques de la ville qui
étaient là pour, évidemment, provoquer des incidents. Et les habitants du quartier, des responsables associatifs que je connais bien, m'ont raconté ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, on les a accueillis, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire dans notre quartier? Vous n'êtes pas du quartier. Ah oui, on vient vous aider. Ah bon? Et nous aider, mais comment nous aider? En cassant nos écoles? Il faut exprimer une solidarité par rapport à Naël, donc oui, il faut quand même faire des actes symboliques. Et là, ces habitants du quartier, ces adultes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, leur ont dit, écoutez, si vous voulez casser des écoles, messieurs les bobos du centre-ville, repartez dans vos quartiers et allez casser les écoles de votre quartier, mais pas nos écoles où sont nos enfants. Et donc il y a eu un réflexe, je dirais, d'autodéfense d'habitants du quartier qui ont permis vraiment de circonscrire les choses dès le départ. Et dans un quartier comme le Mirail, qui est le grand quartier politique de la ville de Toulouse, où, disais-je, il y a 30 000 habitants, il y a eu au maximum des émeutes, il y a eu, grosso modo, jusqu'à 150 jeunes qui étaient dehors pour, je dirais, des exactions. 150 seulement. Donc les choses ont été extrêmement circonscrites dès le départ. C'était des très jeunes. Le préfet m'a raconté que tous les soirs, il allait voir les individus qui étaient interpellés et que 40% d'entre eux étaient des mineurs. Chose tout à fait nouvelle. Mais je rebondis sur un de vos termes qui, là, ça s'est bien passé, mais vous avez quand même parlé d'autodéfense. Ça interpelle quand même, c'est-à-dire que c'est des gens de leur quartier qui, là, ont réussi à apaiser, mais dans d'autres villes, on a vu que l'autodéfense s'est exprimée autrement. On en est aussi un peu là, c'est-à-dire que là, quand on prend mot pour mot ce que vous dites, c'est quand même des gens ont défendu leur quartier, quartier par quartier. C'est ça aussi, les nouvelles crises? Écoutez, moi je trouve que c'est un réflexe civique qu'il convient de saluer. Pour moi, c'est pas un problème. Mais là, ça s'est bien passé, l'autodéfense pacifique. On a vu que dans d'autres villes, ça s'était moins bien passé. C'est autodéfense au bon sens du terme. Voilà, je crois que chacun l'a bien interprété. Peut-être que j'ai choisi un mot mais c'est symptomatique de manière un peu trop approximative. Mais effectivement, il y a eu un bon réflexe. Il y a eu un bon réflexe de défendre le bien commun. Est-ce qu'on a eu comme ça des défenses pacifiques, des petites poches de quartier qui se sont auto-neutralisées? Oui, tout à fait. On a eu cette prise de conscience assez rapidement. Bon, le premier soir des émeutes, tout le monde était dans la stupéfaction. Donc, les choses se sont organisées dès le lendemain, avec à la fois des parents d'élèves, je pense à des mamans en particulier dans certains quartiers qui ont passé des messages en réunissant d'autres parents d'élèves, des jeunes parfois à la maison de quartier du coin, des habitants qui sont descendus aussi protéger leur quartier, qui connaissaient les jeunes, qui leur ont dit « mais tu vas pas casser ce magasin, cette école, c'est ton lieu de vie, je connais tes parents, rentre chez toi. » Voilà, donc il y a eu cette prise de conscience et cette participation active d'un certain nombre de citoyens que je vois comme étant un bon signe, je dirais, civique et démocratique. Parce que la promesse démocratique, c'est ça, c'est d'expliquer que la ville appartient à tout le monde et qu'on doit être acteur pour le bien-être de sa ville, que c'est un bien commun et que si d'autres la dégradent, c'est pas simplement le maire qui en subit les conséquences, mais c'est tout un chacun. Ça, je l'ai vu. Puis j'ai aussi constaté que y compris des communautés religieuses, on en a beaucoup à Sarcelles. Chacune doit rester à sa place. Je veux dire, le religieux doit être le religieux, le politique doit s'occuper des affaires de la cité. On ne doit pas mélanger les registres, évidemment, mais elles peuvent participer aussi à la vie de la cité en passant des messages positifs. Et elles l'ont fait aussi bien pendant les émeutes que là, cette semaine, où j'avais notamment un communiqué du collectif des associations musulmanes de Sarcelles qui appelait à justement ne pas importer le conflit israélo-palestinien ici, à se respecter, à expliquer que Sarcelles c'était une ville dans laquelle on cohabitait bien et qu'il fallait surtout pas dégrader cette chance que nous avions, que d'autres n'ont pas dans d'autres pays. Puis je remonte juste rapidement, pardonnez-moi, sur ce que disait mon collègue Jean-Luc et sur quoi vous l'interrogiez sur le côté politique de la ville, les investissements qui étaient faits. On a aussi, nous, je crois que c'est très important de le faire, d'avoir une vraie ambition pour nos villes, une vraie ambition pour ces quartiers populaires. On a un grand plan en rue aussi à Sarcelles, un grand plan de réhabilitation des copropriétés dégradées qui en ont besoin. Et globalement, la somme d'investissement dans une ville de 60 000 habitants sur les 10 ans qui viennent, c'est un demi-milliard, ce qui est beaucoup
beaucoup d'argent, et donc ça donne des perspectives aux gens. Et on a un peu brocardé tout ça en disant, bon, finalement, l'argent qu'on met, il y a quand même des gens, enfin, ça porte pas ses fruits, la preuve, ils cassent toujours des voitures, etc. C'était un peu l'épreuve, ces événements, ces émeutes. Est-ce que, en tant que maire, vous avez été, pas découragé, parce que sinon, vous ne seriez pas là, mais Oui. est-ce que vous vous êtes dit, finalement, là, on est en train de confronter nos discours, nos plans d'action, de lutte, et puis il y a les faits qui viennent tout démentir. Est-ce que ça a été aussi une, justement, épreuve de feu? Ouais, vous avez raison de me relancer là-dessus. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça ne remet pas en cause. Au contraire, je pense que s'il n'y avait pas cet investissement qui était fait, les choses seraient bien pires. Moi, j'avais comme ça, sur une ville de 60 000 habitants, à peu près aussi une 150 jeunes qui ont participé à ces événements de façon totalement négative. Il y a eu beaucoup d'interpellations, et tant mieux. Mais quand on rapporte le nombre de participants à la jeunesse de ces quartiers-là, c'est 1,5 à 2% des jeunes qui sont descendus. Et donc, ça veut dire que tous les autres, ils n'étaient pas dans cette optique-là, qu'ils vont à l'école, qu'ils essayent de faire de leur mieux, qu'ils veulent s'insérer dans la société et réussir derrière. Et c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Et que l'argent qui est mis, c'est pas de l'argent qui est mis de façon aléatoire et inutile. Au contraire, ça porte ses fruits. Sans cela, on aurait des situations beaucoup plus dégradées. Puis après, il faut toujours s'interroger sur ce que l'on a raté. Je ne vais pas faire long là-dessus, mais je pense que l'accompagnement à la parentalité chez un certain nombre dans un certain nombre de familles monoparentales en particulier, avec des femmes qui travaillent avec des horaires décalés, qui ont 3, 4, 5 enfants à élever, on a vu une perte d'autorité, et il faut retravailler sur cette thématique-là en particulier parce qu'elle est un peu en dehors aujourd'hui du viseur des politiques publiques. Il faut réinterroger nos politiques publiques, mais il ne faut surtout pas les remettre en cause. Il faut investir le service public dans ces quartiers-là, c'est quelque chose de fondamental. Oui, un petit mot pour aller dans la suite de Patrick. Ce qui s'est passé lors des fameuses émeutes du début de l'été, c'est qu'il y a eu un effet loupe de nature médiatique. Et ça, c'est quelque chose que moi, élu de terrain, je ressens beaucoup. 150 jeunes foutent la pagaille dans une ville. Eh bien, l'image que l'on passe, c'est le zoom sur ce qui ne va pas. Et évidemment, les journalistes, ils font leur travail, hein, ils cherchent ce qui est le plus spectaculaire. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est le plus négatif. Et ça donne le sentiment que tout le quartier est en train de brûler ou que toute la France est embrasée. Quand on lit les commentaires des journaux étrangers sur ces émeutes, on avait l'impression que la France était à feu et à sang. Alors qu'en réalité, même si malheureusement beaucoup d'endroits étaient touchés, la réalité c'est que c'était une toute petite minorité. Et ça, on ne le dit jamais assez. Après, on fait des amalgames. Et l'extrême droite, par exemple, dit « Ah, regardez tout l'argent que l'on met dans ces quartiers, regardez ce qu'ils en font. » Ce qu'ils en font, c'est une toute petite minorité qui était dans l'exaction. Et vous voyez comment on peut nourrir aussi le racisme, en l'occurrence d'extrême droite, par ce type de raccourci médiatique qui donne une image fausse parce que non relative de la réalité. Une dernière question, et on va un petit peu prendre de la hauteur par rapport à vos villes respectives. Il y avait le comité intergouvernemental de la ville qui devait avoir lieu le 9 octobre. Il a été annulé le 2 octobre dernier pour le comité de la refonte nationale. Il y a une espèce d'imbroglio calendaire. Comment avez-vous interprété ce report, est-ce que vous attendiez beaucoup depuis les émeutes ce comité. Est-ce que pour vous, c'est un manque d'ambition clairement affiché? Moi, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, à la vérité, parce qu'en même temps, d'autres temps de travail ont été annoncés qui doivent avoir lieu dans quelques semaines. Alors, je crois que c'est nécessaire parce que moi, je suis en train de dire ce que je pense et ce que j'ai vu, à savoir que ce qui s'est passé était le fait d'une minorité. Pour autant, ça ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Il y a quand même eu un problème. Et ce problème-là, lorsqu'on le voit qu'il touche des très jeunes, ça veut dire donc qu'en tant que responsable, on doit se pencher de manière plus approfondie sur le cas des très jeunes. Ces jeunes-là, pourquoi ils se sont révoltés, ils ont basculé dans les exactions? Parce qu'ils se sont évidemment identifiés à un jeune, Naël, de leur âge. Voilà. Il y a eu un phénomène d'identification et ça a suffi pour qu'ils basculent dans la violence. Donc là, effectivement, il faut s'arrêter là-dessus. Il faut s'arrêter là-dessus et traiter. Alors,
je suis d'accord avec ce que dit Patrick, c'est-à-dire que beaucoup de ces jeunes appartiennent à des familles où l'autorité parentale s'est effondrée depuis longtemps, où un des deux parents n'est plus là, où le parent qui est là est au chômage, galère, et lorsque le jeune se voit proposer un petit rôle de surveillance pour le deal en échange de quelques centaines d'euros par mois, ben, il dit à son père ou sa mère, ben, tu vois, hein, moi je ne suis pas au chômage, j'ai 14 ans, mais je gagne plus que toi. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et l'autre problème, effectivement, même si ces derniers temps, il y a un dispositif nouveau qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle la cité éducative, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment reposer la question de l'école dans ces quartiers-là, pour ces enfants-là, parce que quand on a une situation sociale et familiale comme celle-là, ben forcément, on part dans la vie avec beaucoup moins de chances que la moyenne. Et donc, la société doit, me semble-t-il, pour eux, ces jeunes, mais aussi pour se protéger elle-même, la société doit inventer des réponses renforcées sur le plan éducatif. Autrement dit, il faut que l'on détecte beaucoup plus tôt les failles que l'on voit à l'école et qui s'expliquent en grande partie, du moins, par cette situation sociale ou familiale. Et il faut, me semble-t-il, qu'à ce moment-là, on mette le paquet pour rattraper ces jeunes tant qu'il est encore temps et éviter qu'ils ne basculent du mauvais côté des comportements. Donc effectivement, il y a une question éducative qu'il faut poser sous un angle non strictement éducatif, mais social et familial. Donc ça mérite effectivement qu'on se réunisse et qu'on y travaille. Est-ce que vous partagez cette grille de lecture, pour le coup, purement sociale? C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement entendu cette rupture avec la République parce que ces enfants avaient l'impression qu'on ne pleurait pas les mêmes morts. Est-ce que c'est juste cette lecture qu'il faut adapter pour justement répondre? Il y a aussi autre chose qui se jouait et pas seulement... voilà. Donc il y a aussi une idéologie qui les travaille de séparation quand même avec le cadre commun. Est-ce que c'est cette nouvelle grille de lecture qu'il faut aussi prendre en compte et que c'est peut-être pour ça que le roman est un peu en panne? Oui, mais je pense que c'est pas une grille de lecture qui est séparée. Je pense qu'il faut avoir une analyse complète faire la convergence là aussi. Des événements, absolument. Et je partage totalement ce qu'a dit mon collègue Jean-Luc. À Sarcelles, c'est 70% de la population qui vit en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et moi, ce que je demande, c'est non pas de venir demander que des moyens, de dire on est pauvre, aidez-nous, etc. Je pense que c'est pas comme ça on donne pas une bonne image de sa ville en faisant ça, et c'est pas comme ça qu'on obtient aussi le respect qu'on mérite. C'est en parlant de l'ambition commune qu'on doit avoir pour ces quartiers. Cette ambition, elle passe par la rénovation urbaine, évidemment, et elle passe par un grand projet éducatif. Je partage vraiment ce qui a été dit, je vais insister là-dessus, à la fois en se rendant compte qu'il y a des gens qui échappent, malheureusement aujourd'hui, avec le décrochage scolaire, qui échappent aux savoirs fondamentaux à l'école, qu'on a aussi ce dispositif des cités éducatives qu'il faut investir à plein pour faire en sorte qu'il y ait le minimum de personnes qui sortent à la fois, je dirais, qui décrochent socialement, qui décrochent d'un point de vue civique, qui se sentent complètement en marge de la société et puis qui ne comprennent plus rien aux valeurs de la République. Donc ce combat à la fois égalitaire, social, et ce combat profondément républicain qui doit aller chercher tous les enfants de la République pour les retravailler avec eux, pour ne pas qu'ils soient des marginaux, mais qu'ils soient inclus dans la société, mais dans un roman local et national dans lequel tout le monde a sa chance et construit la France de demain. Oui, c'est un très grand combat à mener. Ça se mène avec des actions quotidiennes extrêmement fortes. Et je insiste là-dessus parce que Jean-Luc le disait, mais Mario aussi tout à l'heure, les réseaux sociaux, de ce point de vue, sont un vrai poison. Donc, on a un adversaire face à nous qui est redoutable. Et la régulation que nous devons avoir de ces réseaux sociaux doit être beaucoup plus forte. Je reviens sur les émeutes très rapidement. Les scènes qu'on a vues, il y a eu, je vous dis, un bilan qui n'était pas trop élevé finalement à Sarcelles, et tant mieux, mais moi je les ai vus devant moi. Ils se filmaient sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point c'était des héros, de faire des grands feux comme ça de voitures et de poubelles, et de se glorifier de cela face à la police. Et ça montre une perte de repères quand même qui est assez dramatique. Il y avait de la jouissance dans le... Voilà. Complètement, et donc ça nous demande un travail éducatif beaucoup plus important. Et puis après, je voudrais pas être dans le relativisme
de façon généralisée, mais c'est vrai que c'était qu'une toute petite minorité qui a participé à cela, que ça pose un certain nombre de questions qu'il faut y répondre. Mais quand on a vu, je reviens sur ce que disait Mario, qui nous a tous traumatisés cette semaine, et tous les républicains ont eu un discours extrêmement clair sur ce qu'a fait le groupe terroriste Hamas en Israël, les exactions auxquelles voilà, dont on a été tenu au courant, et on est beaucoup à avoir des liens avec des citoyens israéliens auxquels on a apporté notre soutien le plus total. Il faut se rendre compte quand même qu'en France, quand on a des émeutes, ils ont brûlé des voitures, des poubelles et quelques bâtiments publics, ce qui est absolument condamnable. Il faut retravailler et sur les aspects sécuritaires, et sur les aspects sociaux, et sur les aspects républicains, mais heureusement, on n'est pas dans des situations qui ressemblent à ce qui s'est passé en Israël. Et il faut l'intégrer en se disant, on a quand même la chance, nous, d'être dans un pays dans lequel les problèmes que l'on a ne sont pas exactement ce qui se passe dans des pays en guerre, et tout faire pour ne pas importer les conflits et défendre les valeurs de la République ici, et puis les grands principes humanistes qui nous amènent à condamner sans aucune ambiguïté des groupes terroristes, parce qu'ils peuvent influencer des jeunes ici, et que si on ne trace pas des lignes claires entre ce qui est l'humanité et ceux qui se mettent en marge de l'humanité, eh bien, on va laisser une porosité et on va laisser des forces extrêmement négatives s'installer sur le territoire. Merci. Alors, je crois qu'il y a des questions, c'est ça ou... D'accord. Il y a 5 minutes de questions. On va quand même résumer le temps d'organiser les questions. Donc, si on résume un petit peu nos échanges, on a d'abord commencé par un appel à éventuellement changer la loi pour donner plus de moyens aux élus pour justement répondre à des crises comme celle qui, j'espère, ne surviendra pas, mais semble en tout cas s'inviter. On a également vu qu'il y avait effectivement les extrémismes classiques, l'extrême droite, l'extrême gauche, mais qu'il y avait quand même des nouveaux visages et c'était aux élus aussi de savoir les repérer et les interpréter. Et puis, il y avait effectivement ces maires qui doivent écrire un bout du roman national en réinjectant du commun au niveau local, à travers même des politiques de rénovation urbaine et d'autres actions politiques. C'est un petit peu le résumé, et que c'était une minorité de vos jeunes qui ont participé aux émeutes. Voilà, en tout cas, si on doit résumer ces échanges. Je crois qu'il y a des questions, là, je vous laisse y répondre. Bonjour, j'aimerais d'abord vous remercier pour la qualité de ce débat et j'aimerais poser une question au maire de Sarcelles, Monsieur Haddad. Il y a quelques jours, vous aviez déclaré, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on vous a demandé si dans votre ville les communautés se regardaient en chien de faïence, vous avez répondu que non. Et il y a quelques jours, sur i24 News, vous avez dit, et je cite vos propos comme ça pour pas me tromper, vous avez dit, lorsque vous répondiez à une question, ceux qui disent que la petite Jérusalem n'est plus fréquentable pour les Juifs mentent. Et alors moi j'ai une question à vous poser. Hier, dans votre ville, et vous êtes bien plus au courant que moi, une école juive a été fermée hier matin. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que lorsqu'on dit que les Juifs sont en sécurité à Sarcelles, est-ce que c'est vrai d'abord? Et n'y a-t-il pas là un problème d'islamisme grandissant dans votre ville? Et avec tout le respect que je vous dois, n'êtes-vous pas un peu dans le déni lorsque vous nous vendez, entre guillemets, une ville où tout va bien, tout est beau, tout est rose, même si vous aviez parlé de ne pas être dans le relativisme tout à l'heure et vous avez raison, mais n'y a-t-il pas un grave problème d'antisémitisme islamiste pour le coup à Sarcelles? Et votre réponse m'intéresse beaucoup. Merci, monsieur le maire. Il n'y a pas qu'à Sarcelles que les écoles ont fermé. Oui, alors... non, pour être totalement factuel, parce que je pense que la seule façon de ne pas être dans le déni, c'est d'être totalement factuel. Donc moi, j'invite les gens à venir voir comment les choses se passent à Sarcelles. Je l'ai tellement fait que j'ai eu 3 ministres la semaine dernière, et donc ils pourront répondre aussi pour moi si ma parole ne suffit pas. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu une très grande inquiétude de la communauté juive nationale, y compris à Sarcelles. Et ça, si vous regardez mes déclarations, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir des forces de sécurité supplémentaires et que j'ai fini la semaine un peu fatigué parce qu'il fallait répondre aussi aux gens qui vous contactent par tous les moyens qu'ils ont, parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés. Et donc, des fois, on laisse quelques jours avant de répondre à une demande parce qu'elle n'est pas urgente. Là, il fallait répondre dans la demi-heure qui suivait. Sinon, les gens auraient été d'autant plus inquiets. Et il y a eu cette semaine un communiqué du chef du Hamas qui a appelé à un pogrom mondial contre les Juifs hier, vendredi. Et donc,
ce message-là circulait dans toute la communauté juive en particulier. Et donc certains ont préféré ne pas envoyer leurs enfants à l'école hier. Hein. Dans la semaine, il y en a eu moins. Il y avait très peu de gens hier dans les écoles parce que ça a créé une psychose. Et moi, j'ai pas obligé les gens en leur disant non, je vous oblige à envoyer vos enfants à l'école. Ils font ce qu'ils veulent. Donc je leur ai dit faites comme vous le voulez. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'elles soient protégées vos écoles, d'où les moyens supplémentaires que nous avons eus. Et je le dis, je le redis, c'est totalement factuel. Personne n'a trouvé le moindre acte antisémite de toute la semaine à Sarcelles, alors qu'il y en a eu, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, 250, 300, je ne sais plus. Le journal 20 minutes, j'ai regardé hier, a fini par trouver quelque chose en disant à Sarcelles, il y a quelqu'un qui est passé dans une voiture qui a filmé les policiers devant la grande synagogue. Et il a été interpellé. Voilà, c'est ça l'acte. Hein, je vous dis exactement. Donc c'est pas un acte antisémite en soi, c'est un fait préoccupant et qui a été traité. On avait tellement de forces de sécurité que le premier qui a fait ça, il s'est retrouvé en garde à vue. Après, de dire que le quartier est pas fréquentable pour les Juifs, non, je vous confirme que c'est faux. Je pourrais vous le dire personnellement, mais vraiment, je vous invite à venir le vérifier. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est acquis définitivement. C'est un combat pour arriver à ça. Vous voyez, c'est ça qui est peut-être pas normal. C'est qu'il faut à la fois avoir des forces de l'ordre. Il y a Sentinelle qui est là depuis 2015 et il bouge pas. Et il risque pas de bouger maintenant. Et qu'on est obligé de mettre en place un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, qu'on doit faire des actions pédagogiques pour expliquer ça. Moi, j'aimerais vivre dans un monde dans lequel on n'a pas besoin de faire ça. Vous voyez? Et en fait, on doit déployer une énergie considérable pour que justement arriver à ce résultat qui est, oui, le fait qu'aujourd'hui, les choses se passent bien, même s'il y a une très grande inquiétude, et sincèrement, on aurait été inquiet à moins, et on ne pouvait pas dire aux gens qu'ils avaient tort. La preuve, c'est qu'un enseignant a été horriblement assassiné hier. Ça ne s'est pas passé à Sarcelles ni dans une école juive, mais à la fin, c'est la même chose. C'est la République qui a été attaquée par un radicalisé islamiste, terroriste, qui en l'occurrence n'avait rien à faire sur notre sol, puisque sa famille aurait dû être expulsée en 2008, et qu'il y a aussi ça, hein, je veux dire, c'est pas directement ce sur quoi on nous interroge, nous les maires, mais à un moment donné, l'action publique, elle doit couvrir un spectre qui est large et qui doit être efficace sur tous les sujets. Quand vous avez des gens sur notre sol dont on sait qu'ils sont fichés S, radicalisés, que le frère a participé à une tentative d'attentat terroriste, mais ça c'est l'avion et vous repartez en Tchétchénie. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et je le dis en écrivant un bouquin qui s'appelle Nos racines fraternelles. Donc non mais voilà, à un moment donné, l'action publique, elle doit être complète. On ne peut pas parler de fraternité, qu'il faut travailler les uns avec les autres. Et quand vous avez des gens qui sont aussi dangereux, dire bon, c'est pas grave, il prendra peut-être l'avion, on verra, on va le surveiller. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut avoir cette capacité politique à traiter les sujets dans une société qui est devenue aussi dangereuse, malheureusement, que la nôtre. Et c'est pas parce que cette société est dangereuse et inquiétante qu'il faut s'interdire de vivre dans un pays libre avec les valeurs qui sont les nôtres, y compris la fraternité. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais m'adresser d'abord à Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse. Je voulais vous féliciter, peut-être au nom de tous, pour les actions fortes que vous prenez. Prendre un arrêté, même s'il est, juridiquement instable, pour aller à l'encontre des propos qui peuvent être violents dans les manifestations qui ont pu avoir lieu. Eh ben, c'est fort, donc bravo.